Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, euh, sachez que on vous invite à vous abonner. Ouais, direct. Non, Toi, non, t'es ouais, chaud. ouais, Ouais, bah on a vas-y, dit en vas-y, fait qu'il vas-y. fallait qu'on fasse plus d'appels à l'action, donc je me suis dit, est-ce que je le place maintenant ou... Ah, ils savent pas Ouais, Mais ouais. non, parce qu'en pourquoi ils même temps, si signent je dis là. maintenant aux gens de s'abonner, mais c'est ça, ils savent pas. Donc, alors, on va faire dans l'ordre. Écoutez l'épisode. Si vous adhérez à l'idée, abonnez-vous. Voilà, faites ça. Vous avez juste à cliquer sur l'étoile ou sur le s'abonner. Je sais même pas comment ça En marche. fait, je sais même pas Mais comment les ça gens qui marche. nous regardent ou qui nous écoutent, eux, ils savent comment ça marche. Voilà, Donc, ils vont se débrouiller, ils vont se voilà, débrouiller. voilà. On a confiance en votre intelligence. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous Johanna. Salut Johanna. Salut. Salut, Johanna. De Euh, Ravoir, on on- l'a eu plusieurs fois, là. Exactement, exactement. De revoir. Alors, on t'a eu pour les épisodes sur le métal et Hellfest avec JD. Euh, on, on rappelle que tu es que sont publiés les épisodes de Memento Mori sur YouTube, sur Spotify, etc. Donc, merci encore pour ton travail. Tu fais partie de l'équipe. C'est vraiment cool de t'avoir avec nous. Mais aujourd'hui, on va t'avoir pour un autre sujet que le métal, qui est celui de l'écologie. Mm. L'écologie. Alors, peut-être, est-ce que tu peux, en tant que, enfin, si tu veux compléter sur qui tu es, peut-être donner quelques éléments, et peut-être ce que tu fais dans la vie, ça va peut-être nous aider à introduire aussi le sujet. Oui. Alors déjà, je tenais à signaler que j'ai connu Memento Mori et aussi Tout pour sa gloire grâce à votre premier épisode sur l'écologie. Donc ça remonte, hein, c'était un des premiers épisodes. C'est ça. On est des Ouais, avant-gardistes. c'est ça, c'est ça. Vous aviez déjà dit des très bonnes choses, c'était super. Ça m'a donné envie d'écouter les autres épisodes, même ceux sur le foot et je ne Ah, sais plus trop quoi, hein, la musculation. Eh ben, comme quoi, hein. Voilà. Eh ben, Alors moi, comme quoi. je m'appelle Johanna Rigoto. J'habite du côté de Castres, dans le Tarn. Alors pour ceux qui ne se situent pas, je suis à 1 heure et quart de Toulouse, à la campagne. J'ai le privilège de travailler pour l'association Arocha France. C'est une association chrétienne de protection de l'environnement. Et dans cette association, je fais la coordination de notre réseau d'ambassadeurs. Donc les ambassadeurs Arocha sont des chrétiens bénévoles qui sont sensibles aux questions de soins de la création et qui s'engagent par rapport à ça dans toute la France. Voilà, pour faire court. Ok, d'accord. Et donc, toi, ton travail avec eux, c'est quoi? C'est de les mobiliser, de leur donner des ressources, de les Oui, former? alors Tu fais pour quoi? commencer, je m'occupe de les recruter. Je leur fais passer des entretiens, voilà, pour faire connaissance, connaître leur motivation. Je m'occupe aussi de les former. Donc, on organise des webinaires. Alors, webinaires qui sont ouverts à tous. Et puis après, on a des sessions Zoom réservées aux ambassadeurs. Aussi, je contribue à la rédaction de ressources de formation sur la question de l'écologie, de la théologie et du lien entre les deux. Et je m'occupe de les équiper pour leurs interventions, donc les équiper en matériel de communication, les aider à préparer des ateliers de sensibilisation ou à s'emparer des outils déjà existants. Voilà, donc après je fais tout le suivi des interventions des ambassadeurs, j'organise notre présence sur différents événements, des festivals, événements chrétiens, des synodes, des congrès, etc. C'est assez varié comme travail. Cool. Ah, bah, c'est chouette. Ça te plaît? Oui, super. Ok. Bien, alors du coup, comment tu en es alors, on va parler encore d'écologie. Alors, on va mettre en lien en dessous le premier épisode qu'on avait fait sur l'écologie. Là, on va poursuivre finalement le sujet avec toi. Bon, il y a des choses qui vont se croiser avec ce qu'on avait déjà dit, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est toi, ton parcours.
l'écologie, c'est un sujet, comment dire, omniprésent aujourd'hui. Mhm. Franchement, tu l'as vraiment de partout dans les médias, dans le marketing, voilà, ça a vraiment envahi l'espace médiatique d'une manière large. Toi, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ce sujet et comment t'en es venu finalement à t'y intéresser? Alors, j'ai toujours eu, d'aussi loin que je me souvienne, une certaine sensibilité pour l'écologie. Alors, ça allait pas très très loin, hein. Je suis pas du tout une experte en connaissance des arbres, des oiseaux ou des interactions écologiques. Mais déjà toute petite, je m'intéressais à l'état de notre planète. Enfin, il y avait déjà quand même à l'époque des documentaires sur les déchets en Mm. particulier. Voilà, donc j'étais assez sensible à ces questions-là. Et chez moi, on faisait le tri sélectif. Mon père avait son potager. Donc voilà, j'avais ces toutes petites accroches de sensibilisation. Et puis après ça, j'ai commencé à regarder des documentaires, certains qui parlaient du réchauffement climatique, à l'époque d'Al Gore. Je ne sais pas si vous aviez vu ce Oui. documentaire-là. Et tout un tas d'autres documentaires aussi qui sensibilisent sur différents aspects, par exemple le plastique dans les océans, les impacts écologiques et éthiques de l'industrie de la mode, l'industrie alimentaire. Après, j'avais regardé aussi toute la série par Ian Marcus Bertrand, La Terre vue du ciel, qui sensibilise aussi à l'état de notre planète et aussi à l'impact de nos activités humaines. Donc ça m'intéressait, mais après, c'est vrai que je regardais ça de loin, enfin de peu, moi. Enfin, je suis juste une personne, Mm. j'y connais rien, je peux pas changer ça. Et il y a à peu près, ça fait 5 ans maintenant, un jour, j'ai eu une sorte de déclic. Je rentrais d'avoir fait mes courses, je déballais les yaourts, les packs de lait, etc. Et là, je me suis dit, c'est fou tous ces emballages là qu'on arrive, on a fait les courses, on les jette directement ou on les envoie recycler. Enfin bref, ils ont servi à pas grand-chose. Et voilà, j'étais impressionnée par cette quantité de déchets qui me semblait assez inutile. Et alors, j'ai eu l'idée de me lancer le défi de réduire mes déchets. Alors, ma première action, ça a été déjà de mettre en place un compost. Ah bah, là, déjà, le volume de la poubelle a diminué de moitié, j'étais contente. Et puis après, je me suis mise à faire mes Ouais. yaourts. Voilà, alors mes yaourts nature ou à la confiture ou à d'autres choses. Et donc là, on a aussi diminué la quantité de pots de yaourt qu'on jette. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert la démarche du zéro déchet, qui est en gros une démarche qui incite à acheter le plus possible en vrac pour éviter des emballages inutiles. Donc, j'ai appris à aller faire mes courses à des endroits où il y a du vrac, avec mes bocaux, mes boîtes, mes sacs, toutes ces choses-là. Mm. Et du coup, le volume de notre poubelle, il a vraiment, vraiment diminué. Et là, maintenant, on a plus que... Notre poubelle de cuisine, c'est une poubelle de salle de bain. Vous voyez, les petites poubelles de 10 litres. Et on la sort pas souvent parce qu'il y a plus grand-chose qui va là-dedans. Le recyclage aussi a beaucoup diminué. Recyclage des papiers, même tout ce qui est en plastique, on a beaucoup moins de choses. Bref, en découvrant cette démarche du zéro déchet, ça m'a amené à repenser plein de choses dans notre manière de vivre, en particulier dans notre manière de consommer. Donc j'ai commencé à remettre en question le fait d'acheter beaucoup d'objets, de vouloir posséder des choses. Euh, et voilà, et la manière de le faire aussi, je me suis rendu compte que d'occasion, on pouvait trouver plein de choses en très bon état et que du coup, pas besoin d'aller chercher dans du neuf et dans des trucs très emballés pour répondre à nos besoins. Mm. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie zéro déchet. Puis en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressée aux produits cosmétiques et à tous les éléments toxiques qu'il peut y avoir là-dedans. Pareil pour les produits ménagers, pareil pour les produits alimentaires. Donc on est revenu à une alimentation à partir de produits assez frais, bruts, etc. On a changé beaucoup de choses. Et j'ai continué, je suis tombée sur la question du réchauffement climatique, hein, que je connaissais pas tant que ça finalement, l'effondrement de la biodiversité. Et voilà, j'ai découvert en fait tellement de sujets que j'ai commencé à écrire là-dessus dans un blog que j'ai appelé lafamilleverte.fr. Donc j'y mets des articles de fond où je m'intéresse à certains sujets que je creuse et voilà, j'écris mes trouvailles. J'y mets aussi des astuces pratiques qu'on a expérimentées au quotidien et qui nous semblent tout à fait applicables. Et aussi, à un moment donné, je me suis posé la question, voyons, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le lien avec ma foi chrétienne? Alors, j'ai pensé à Genèse 1 et 2, hein, bien sûr,
Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible de l'écologie? Alors, dans mon index, là, j'ai une Bible d'études, il n'y avait pas le mot écologie, donc je savais pas trop par Hmm. quel bout le prendre. Mais en fait, je me suis rendu compte, avec déjà un peu la connaissance d'ensemble que j'avais de la Bible, qu'il y a plein de thématiques qui sont en lien avec l'écologie. Je pense qu'on va pouvoir en parler après. Donc voilà, j'ai commencé à écrire sur mon blog un petit peu sur ces sujets-là. Alors je dis un petit peu parce que voilà, j'ai pas une ressource de temps illimitée. Mais après, je me suis attelée à l'écriture d'un livre sur ce sujet-là, qui s'appelle Disciples de Christ, jusque dans ma poubelle. Il n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir, il sera publié, j'espère, d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Ah, cool. D'accord. Il faudra que tu nous tiennes, au courant, Ouais. carrément. Et tu continues de travailler sur le blog? Alors beaucoup moins en ce moment, là j'ai vraiment ralenti, je dois être à un article tous les 2 mois, voire même 3 mois. Voilà, c'est D'accord. vraiment quand je peux, mais bon, voilà, j'y vais mollo. On Ouais, dirait le rythme ok. de publication de Memento Mori. Pour cette Oh, année, ouais, c'est t'abuses. ça. Non, quand même. On a eu des gros creux, mais on est quand même bien revenu, quoi. Enfin, en même temps, on est revenu, c'est l'été, donc On est c'est revenu pour s'arrêter. c'est ça. On est revenu pour faire la pause, pour bien préparer la pause, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Matt, Oui. est-ce que tu voulais poser une Ah, question à Yona? c'est moi qui enchaîne, Bah mais oui, bien mais sûr. alors, mais oui, mais ouais. Oh là là. C'est déjà Euh, Les gens, les gens ont l'habitude de tes silences. ah oui, non, non, je croyais que tu gérais de A à Z comme c'est ton Bah, podcast. bah oui, mais comme c'est le tien, je pensais que on faisait comme d'hab. Donc, tu t'intéresses à l'écologie, il y a ton histoire personnelle, il y a aussi ton parcours de famille, Mm. il y a après des intersections aussi entre la question de l'écologie et ta foi. Comment du coup ta foi, elle oriente ton engagement en faveur de l'écologie? euh, et peut-être derrière, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à t'engager? Avec Arocha, on voit que t'es pas juste quelqu'un qui est convaincu, on voit pas juste que tu es quelqu'un d'engagé, euh, mais tu vas plus loin parce que tu en as fait aussi ton occupation. Ouais. Comment ça se fait en fait? Est-ce que c'est une conviction théologique? Quel rapport avec ta foi finalement? Ouais, il y a vraiment de la conviction théologique, en effet. Euh, presque, j'ai envie de me dire, bah, je suis chrétienne, donc je suis forcément écolo. Alors, pas écolo au sens politique du terme, hein, mais plutôt au sens, je prends soin de la création, j'essaye de pas l'abîmer, du moins volontairement, quoi. Enfin, moi, ce que je vois, enfin, dans la Bible, alors je parlais tout à l'heure de Genèse 1 et 2, c'est toujours bon de relire ces passages et de se dire que Dieu, en créant tous les éléments, les êtres vivants, à chaque fois, il a dit que c'était bon. Bah, si Dieu dit que c'est bon, bah, c'est que c'est vraiment bon et que ça nous incite déjà à en prendre soin. Euh, Mm. il y a aussi, c'est dans le psaume 24 verset 1, qui nous rappelle, la terre appartient à l'Éternel. Alors, ok, ça nous amène à repenser à ce qu'on est, nous, en tant qu'être humain. Dieu nous a placés en tant que gestionnaire de sa création, de la planète, mais on sait que la terre lui appartient. Alors, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec? Déjà, voilà, premier questionnement. Quand j'ai creusé sur l'état de la planète, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était les activités humaines qui étaient responsables de nombreux dégâts et qui sont aussi responsables du réchauffement climatique. Même si je ne vais pas entrer dans le débat, il y en a qui n'y croient pas, mais voilà, on est vraiment sûr de ça. Et là, je me dis, est-ce que vraiment on a été des bons gestionnaires? Dieu nous a donné sa création, est-ce qu'on en a vraiment pris soin? Par ailleurs, dans la Bible, on a beaucoup de passages qui nous incitent à aimer, bon, aimer Dieu, ça on le sait, aimer notre prochain aussi. Et aimer notre prochain, qu'est-ce que ça veut dire quand on est écolo? Bah, ça veut dire, attends, on se questionne nos modes de vie, qu'est-ce qu'ils font sur notre prochain?
On le voit pas forcément comme ça, mais par exemple, tous les habits que j'ai dans mon armoire, enfin peut-être pas tous du coup, mais une bonne partie, bah, dans quelles conditions ils ont été fabriqués? Par qui ils ont été fabriqués? Euh, Quelles sont les conditions que les ouvriers là-bas à l'autre bout du monde, je pense au Bangladesh en particulier, ont subi pour fabriquer mon vêtement? Euh, Qu'est-ce que ça dit de moi si moi j'achète tout le temps plein de t-shirts à 3 euros juste parce que c'est pas cher, que j'ai envie de changer, alors que je sais que de l'autre côté de la planète, bah, il y a des gens qui font trop d'heures de travail dans des conditions sanitaires déplorables pour que moi j'ai mes t-shirts pas chers. Alors Hmm. voilà, pour moi ça soulève vraiment des questions de justice sociale. Donc il y a ça, aimer Dieu, aimer notre prochain. Si on prend pas soin de la création, bah, on peut pas aimer notre prochain parce que bah, notre prochain, il subit aussi les effets négatifs qu'on apporte à la création. Je pourrais aussi parler par exemple des impacts du réchauffement climatique. Bah, souvent, ce sont les plus fragiles qui sont touchés en premier, les plus pauvres qui n'ont pas la capacité de rebondir parce que les eaux montent, ils perdent leur terre, ils perdent leur domicile. Où est-ce qu'ils vont loger s'ils n'ont pas les moyens? Ils se retrouvent dans des bidonvilles de grandes villes. Voilà, c'est vraiment la question de la justice sociale, je la trouve étroitement liée à la question de l'écologie. Donc voilà, il y a ce commandement, aimer Dieu, aimer notre prochain, déjà, qui nous incite en tant que chrétiens à vraiment penser l'écologie en termes, bah, comment je vis ça en fait par rapport à mon amour pour Dieu et pour mon prochain. Euh, je pensais à autre chose aussi. Alors ça, je crois me souvenir, c'est quelque chose que vous aviez évoqué dans votre premier épisode sur l'écologie. C'est la question de la sobriété. Alors pareil, dans la Mm. Bible, on a plein de passages qui nous incitent à nous méfier de l'attrait des richesses. Voilà, faites attention à l'attrait des richesses, gardez-vous de ça. Euh, Timothée 6, alors je le connais pas par cœur, désolée. Mais ces passages-là, ils nous mettent en garde contre les richesses et ils nous incitent à faire de l'éternel nos délices. En fait, c'est tout simplement, je trouve, un appel à la sobriété. Si je mets Dieu à la première place dans ma vie et dans mes pensées, je vais beaucoup moins avoir dans l'idée de faire des voyages coûteux à l'autre bout du monde juste pour pouvoir dire ouais, je suis allée par-ci, par-là. Ou alors je vais avoir beaucoup moins l'idée de consommer, acheter des grosses voitures, grosses belles voitures là où tout le monde nous regarde quand on est dedans, ou de rêver d'une Mm. grosse maison qui va montrer que je suis riche. Enfin voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. Mm. Donc cette question de la sobriété, ouais, je la trouve très très présente dans la Bible et bah, vraiment un petit peu quelque part le fondement de l'écologie. Parce que si on arrive à vivre de manière simple, on diminuera les impacts négatifs qu'on a sur la planète. Et en plus, bah, l'appel à la sobriété, il est là pour qu'on tourne nos regards vers Dieu plutôt que de vouloir se mettre en avant orgueilleusement avec toutes sortes de possessions pour montrer qu'on est riche ou je ne sais trop quoi. Mm. J'ai une Euh, question. Il y a aussi. Ouais. Ah, pardon, vas-y, vas-y. Je croyais que tu avais fini. Vas-y. Ouais, non, non, avec la question de la sobriété, je pense souvent à Jean-Baptiste quand il prêchait dans le désert. Moi, ça m'a toujours marqué la description qu'on a de lui, parce qu'il était vêtu, je crois, d'un vêtement en poil de chameau, une ceinture de cuir, et il mangeait des sauterelles et du miel. Et là, je me dis, ah ouais, le gars, là, il avait vraiment sa mission en tête, quoi. Il est là dans le désert pour préparer le chemin pour la venue de Jésus et pour baptiser les gens, appeler à la repentance. Bah, il devait pas penser à des questions de mode ou à des questions d'opulence alimentaire. Non, il était vraiment là, concentré sur sa mission. Donc, je trouve cet exemple assez fabuleux. Hmm. D'ailleurs, c'est le nouveau style que va adopter Raph à partir de la rentrée prochaine. Alors, ouais, alors Poil de comme je chameau. mettais dans le télégramme MM, sur l'arche, Dieu a sauvé tout ce qui servait à faire du barbecue. Ouais. Donc Il n'a c'est pas bon, tu sauvé les peux. tomates et les laitues, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un motif Non, non, je suis théologique. convaincue qu'il a sauvé les tomates et les laitues. Enfin, c'est tellement bon. Comment on ferait sans les laitues et les tomates? Ouais, c'est bon entre deux tranches de viande et deux tranches de pain. Aïe, aïe, aïe.
Non, ouais, c'est dans un épisode de Parks and Recreation, il y a un personnage qui me fait beaucoup marrer, c'est Ron Swanson. Et à un moment, on lui amène une salade et il a dit, non, vous êtes trompé, ça c'est la nourriture de ma nourriture. Ah! J'ai trouvé ça génial. Il est trop fort. Ouais, il est Moi, trop j'avais fort. une question Euh, pour toi, Johanna, peut-être un petit peu plus perso. Revenir un petit peu sur ton parcours. Comment tu as embarqué ton mari, ta famille? Comment ça s'est passé aussi le cheminement pour que cette conscience écologique, ce soit pas juste une conscience écologique Hmm. personnelle, mais aussi une manière de vivre? Alors, très facile pour mon mari parce qu'il a vu les mêmes documentaires que moi et ça l'a touché de la même manière. Du coup, moi, quand j'ai commencé à mettre en place des changements dans notre mode de vie, il a suivi. Bon, après, je dois préciser, à l'époque, c'était moi principalement qui était en charge des courses donc c'est moi qui avais le contrôle sur ça. Donc c'est pas lui qui a eu la charge mentale de cette question-là. Mais après, il a intégré lui aussi les nouvelles habitudes, hein, quand il a fallu qu'il aille lui-même faire les courses avec les bocaux. Il adhérait déjà à la démarche, il était content de voir qu'on arrivait à réduire nos déchets. Et donc, il s'est habitué à ça. Et même lui, dans sa manière d'être, de consommer, par rapport à tout ce qui est matériel informatique, il a commencé à voir, à davantage réparer, à faire durer les choses, à essayer de voir d'occasion quand il faut remplacer quelque chose. Puis après est venu le jour où, dans son travail, il s'est dit, je veux plus prendre l'avion, je veux plus faire des vols pour aller d'une ville à une autre en France. Il a voulu commencer à éviter ça. Bon, aux yeux de ses collègues, voilà, il est passé pour un écolo. Quand on lui disait, mais pourquoi tu t'embêtes, prends l'avion, c'est plus simple que le train. Bon, bref. Donc il a suivi quand même parce que il s'est rendu compte des mêmes choses que moi. Pour les enfants, alors ça a été quand même assez facile de commencer à changer notre mode de vie. Ils étaient jeunes. Ils devaient avoir peut-être 2 ans et presque 6 ans. Donc ils ont pris les habitudes comme nous. Après, on se disait, ils vont bien finir par voir qu'on vit un peu différemment des gens. Bon, on n'a pas non plus un mode de vie extrême écolo, hein, mais effectivement, on voit bien qu'on consomme moins que les gens, on ne fait pas de gaspillage alimentaire, on fait du zéro déchet, toutes ces choses-là. On s'est posé la question, est-ce que ça poserait problème pour nos enfants par rapport à la comparaison aux autres? Par exemple, les goûters, ah ben eux, pourquoi ils ont des BN? Bah nous, on achète les gâteaux qui sont en vrac, c'est pas les mêmes, voilà. Euh, Ils se sont bien adaptés pour l'instant. Après, on pourra en reparler mm, d'ici 5 ans, là, quand ils seront tous les deux en pleine adolescence. Je pense qu'on aura des choses intéressantes à dire. ouais. Euh, du coup, là, tu as parlé de plein de choses sur justement comment la conscience, justement, comment tu as la vision biblique du monde, finalement, Mm. t'as conduit à une plus grande sensibilité de ta responsabilité et de comment tu pouvais vivre justement avec une éthique chrétienne qui prend en compte aussi le lien de l'homme avec la création et le fait de, bah voilà, de vivre avec des valeurs, finalement, comment l'éthique chrétienne a un impact aussi sur ta manière de vivre, de consommer, etc., où tu vas rechercher à être plus dans la sobriété, chercher le long terme, etc. Enfin bref, tout ce souci-là. Quels Mm. sont de l'autre côté les pièges qu'on peut voir avec la politisation du sujet? Je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui euh, dans un contexte où on en parle énormément. Il y a beaucoup d'anxiété aussi autour du sujet. Il y a beaucoup aussi on l'entend, tu vois, de jugement autour. Il y a une politisation excessive de la chose. Enfin bref, il y a plein de grands défis qui sont là. Oui. Même des personnes qui, en fait, à force du matraquage, peuvent se dire, bon, j'en ai marre, là, ils nous saoulent avec ça, Mm. et tu vois, as le côté un peu contre-productif. Oui. Euh, comment,
toi, tu navigues entre tous ces grands pièges-là. Quels sont les pièges que toi, tu as identifiés sur le sujet? Ouais. Alors déjà, bah, je comprends que bah, oui, l'écologie, elle est forcément politisée, puisque nos sociétés reposent sur des structures qui dépendent des lois. Et bah, il se trouve que nos structures, là, elles sont vraiment pas du tout optimales, ou voire même très mal faites par rapport aux impacts que ça a sur la planète. Donc oui, forcément, c'est un sujet politique. Tu as mentionné des choses ouais, qui font écho en moi. Effectivement, le matraquage, à force, au bout d'un moment, on en a marre, on veut juste éteindre les infos, on veut passer à autre chose. Et ça, je le comprends tout à fait, alors que je suis sensible à la question de l'écologie. Je pense qu'il y a le gros piège, c'est que on va soit dire c'est la faute des politiciens, ou soit dire bah, c'est la faute des individus ou dire ah bah c'est les entreprises, elles ont qu'à changer. Mais en fait, tout le monde est concerné par les changements qu'il faudrait mettre en place. C'est à la fois les gouvernements, les entreprises, les individus. Euh, si on, il y a un risque si on rejette la responsabilité sur les gouvernements, dire ah bah ils ont qu'à faire des lois, tout encadrer, etc. Ouais, ben, les gouvernements ils sont constitués d'humains qui sont pêcheurs Hmm. et qui ont des capacités limitées. Et d'ailleurs, leurs décisions ne dépendent pas que de leur bonne volonté. Sans nommer personne, on a vu des expériences de politiciens qui avaient de la bonne volonté et qui ont arrêté parce qu'ils ont vu des murs et qui se sont dit mais c'est pas possible, on peut pas changer s'il y a ces lobbies, etc. Donc on peut pas juste dire c'est au gouvernement de changer, c'est pas possible. Alors on pourrait Hmm. dire bon ben c'est aux individus de changer. Alors c'est eux qui devraient faire les choses. Ouais, bon sauf que là il y a le risque de dire bah ça va être super culpabilisant parce que quand on dit c'est aux individus de changer, on va dire par exemple bah il faut arrêter les SUV. Ah ouais, mais bon l'ouvrier là qui a 3 enfants et qui va au travail avec un SUV, il n'a pas moyen de changer de voiture et puis il a besoin de sa voiture pour aller au travail. Moi je suis dans une région Hmm. rurale, on peut pas fonctionner, quoi. On n'a Hmm. pas assez de transports en commun pour pouvoir aller au travail correctement. Donc, Hmm. pareil, ça peut pas fonctionner de culpabiliser l'individu, de lui dire tu dois changer ci, tu dois changer ça. D'autant plus qu'à côté, l'individu, pas fou, il voit les gens riches de ce monde et leurs abus, les déplacements en jet privé, toutes les choses excessives de ce monde, et ils se disent bah, pourquoi moi je ferais des efforts alors que eux, voilà. Alors, c'est vraiment une question assez compliquée parce que on peut pas non plus dire, bah, si les riches font pas d'efforts, j'en fais pas. Bah non, si on peut aussi personnellement se responsabiliser. Ce que je tenais à souligner en fait, c'est que très souvent quand on parle d'écologie, on va trop individualiser les choses. Hmm. Euh, on va dire, bah, c'est toi qui dois changer, tu dois faire ceci, cela. Ouais, bon, moi j'ai arrêté de prendre l'avion, mais franchement, ça change rien au changement climatique, hein. Ça va pas changer la balance, hein. Hmm. Si mon voisin le fait, ça va pas non plus beaucoup changer la balance, hein. Pareil, hein, si je fais du zéro déchet, ça va pas diminuer de beaucoup la quantité de plastique qu'on va retrouver dans les océans. Euh, donc voilà, le risque, hein, ça serait de dire à quoi bon si moi je suis tout seul pour faire ça, ça va rien changer. Effectivement. Hmm. Après, moi, je suis chrétienne et j'agis par amour pour Dieu. Je sais que ça va rien changer, mais j'aime Dieu, j'aime sa création. J'ai envie d'honorer Dieu dans ma vie, donc je fais ce que je peux pour l'honorer, avec mes imperfections aussi, hein, dans mon mode de vie. Mais Hmm. voilà, j'agis par amour pour Dieu. Et puis tant pis si là, fondamentalement, hein, ça change rien à la destinée de l'humanité. C'est Hmm. pas de mon ressort, en fait. Hmm. On pourrait prendre un autre exemple. J'ai vu passer récemment l'exemple de la France. Paraît-il qu'elle est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 1%, on peut se dire, bah, c'est rien là, pourquoi on fait tout ce tapage médiatique là, on est responsable que de 1%, on pourrait ne rien faire. Bon, le problème c'est que il y a la France, mais il y a plein d'autres pays qui sont à 1%. Donc si on additionne tout, plus après les pays qui ont une part plus grosse, bah, les 100%, on les trouve. Donc si personne ne fait Hmm. jamais rien, on va pas changer les choses.
Alors là où Mm. je voulais en venir, c'est que c'est important de se rappeler que l'écologie, on peut pas la penser individuellement. On peut pas dire, on peut pas isoler un pays et dire c'est lui qui va changer les choses, ou isoler une personne et dire c'est elle qui va changer les choses. C'est quelque chose qui devrait fonctionner collectivement. Euh, et moi, quand je me suis rendu compte de ça, bah, ça me fait penser aussi, c'est pareil, un petit peu pour le péché. Souvent, on va considérer notre péché de manière individuelle, mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, là, dans le Lévitique, ils nous décrivent tout un tas de sacrifices pour des péchés collectifs. Mm. Et moi, je trouve qu'on a tendance à oublier cet aspect collectif des choses, hein, l'aspect collectif du péché. Et pour l'écologie, c'est ça. Le risque de la politisation, c'est d'oublier que, ouais, on est responsable tous ensemble. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, il y en a qui ont une plus grosse part de responsabilité que d'autres, certes, mais c'est quand même tous ensemble. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je trouve ça euh, intéressant et ce que tu dis. Je pense qu'il y a souvent en fait, dans le discours politique et médiatique, je trouve que euh, euh, tu as tu as souvent un accent qui est mis sur l'individu. Ouais. In fine, tu vois, dans le discours, voilà, tu peux penser à plein de trucs qui peuvent être dits et il y a je pense qu'il faut être conscient qu'on a un rapport toujours culturel aussi à la chose. Notre regard aussi est façonné par ce qu'on consomme sur le sujet et ce qui nous est dit d'une manière générale. Et je suis allé au Québec là, il y a pas longtemps, alors pour le coup en avion. Euh, et ouais, j'aurais eu du mal différemment. Et en fait, là-bas, Il reste la voile, mais eux, c'est un peu plus ils long. ont. Ouais, c'est ça. J'aurais pu ramer. J'y serais pas encore arrivé. Mais en fait, eux, là-bas, l'électricité, ils la produisent avec les barrages hydroélectriques. Oui. Et en fait, comme c'est la plus grosse réserve d'eau douce du monde, l'électricité coûte que dalle. Mm. Et pour eux, enfin, ils ont un rapport à ça qui est différent. C'est aussi une très Oui. grosse, comme c'est la plus grosse réserve d'eau douce aussi, ils ne payent pas l'eau, donc ils ne se posent pas de question de remplir la piscine ou de trucs comme dans les discussions qu'on pouvait avoir aussi, et dans ce que j'ai pu observer là-bas pendant 10 jours, le discours était moins prégnant et eux, culturellement, je trouvais qu'il y avait moins d'emphase en définitive sur l'homme. J'ai eu plusieurs discours Mm. sur des grandes entreprises qui avaient là-bas, qui sont responsables aussi des grosses usines, qui sont responsables d'une forte pollution, des usines de cuivre, etc., dans le nord, ou qui sont vraiment la cible aussi. Mais je trouve que chez nous, pour nous, en tant que Français, c'est important de distinguer notre responsabilité selon où on est dans la société. Il y a ce qu'on appelle les structures créationnelles que Dieu a créées, l'État, enfin, toutes les autorités voilà, dans lesquelles on est. Et souvent, en France, tu as ceux qui sont dans des structures créationnelles supérieures qui ont tendance à mettre sur ceux qui sont en dessous la question de la responsabilité. Mais effectivement, comme tu disais, quand toi, qui est le plus responsable est-ce que c'est toi qui tries mal tes déchets ou qui n'est pas à zéro déchet, ou est-ce que c'est l'entreprise qui répond à des commandes d'État sur des projets qui sont en fait hyper polluants. Ouais. Tu vois, c'est où est-ce qu'est le degré de responsabilité. Je pense que c'est un point vraiment important à distinguer, quoi. Oui. Oui, oui. Il y a on pourrait prendre plein d'exemples comme ça où les degrés de responsabilité sont presque inextricables. On voit que beaucoup de monde est impliqué. Je repense à l'événement, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Je crois que c'était il y a une dizaine d'années, qui a fait beaucoup de morts. Alors c'était un bâtiment où il y avait des Avec industries les usines. textiles, Ouais. voilà, où il y avait des ouvriers qui faisaient de Terrible. la couture et tout ça. Il se trouve que ce bâtiment, plusieurs étages avaient été bâtis sans permis de construire. Il se trouve aussi que des fissures avaient été remarquées dans la structure du bâtiment, mais aucune évacuation n'avait été faite. Il se trouve aussi que bah, des grandes entreprises du textile
faisait appel au service des ouvriers là-bas. Et puis, il se trouve aussi que nous, les C'était quoi? C'était consommateurs, H&M, non? oh, il y en avait plusieurs, hein. Le bâtiment était Il y en avait très très plusieurs, grand, ouais. et donc ouais, plusieurs entreprises, hein. Et il se trouve que nous aussi, en tant que consommateurs, on veut nos t-shirts pas chers. Alors quand on voit tous ces paramètres-là, on se dit, ah, qui est responsable? On peut pas juste C'est dire, ça. c'est telle entreprise là qui a voulu faire produire ces vêtements. On peut pas dire, c'est juste le constructeur qui a mal construit son bâtiment. Enfin voilà, c'est vraiment assez inextricable. Ouais, Hmm. Mais je pense c'est ça. une des pistes aussi que nous, on explore, c'est la question de la responsabilité personnelle. Et dire, c'est une chose de se demander qui est responsable de la pollution ou qui est le plus responsable de la pollution. Et c'est une autre chose de se demander de quoi suis-je responsable. Mm. Euh, Ouais. Parce que la première, en fait, on sait que c'est pas nous individuellement. Euh, mais la deuxième, on sait que nous, individuellement, on est quand même responsable de quelque chose, on est responsable de ce qu'on fait. Oui. Donc, voilà, comment on avance, en fait, avec notre responsabilité et comment aussi on laisse Dieu façonner notre conscience. euh, Parce que je crois qu'il y a aussi, il y a aussi beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on a notre conscience n'est pas la même. Il y a aussi des gens qui ont un fardeau particulier ou une sensibilité particulière. Et, et entre l'engagement total et le désintérêt total, je pense il y a la place pour la sagesse. Oui. Comment toi, Mm. comment toi, tu arrives à articuler euh, une dimension eschatologique? Alors, on est peut-être dans le MM directement. On entend beaucoup de discours. Je trouve que un des points de contact avec l'écologie, c'est la solidarité de l'homme avec la terre. Euh, L'homme est tiré de la poussière et on voit qu'il y a une solidarité dans la création, dans la chute, dans la rédemption, dans la glorification. Là, on retrouve un écho à la vision du monde chrétienne. Et donc, en fait, seront jugés aussi ceux qui détruisent la terre, on lit dans l'Apocalypse. Et on Mm. sait que l'homme est fait pour vivre sur la terre. Et donc, si la terre est détruite, on détruit l'homme, c'est ce que tu disais, hein. Aimer son prochain, c'est aussi aimer la création. Mm. Euh, Maintenant, comment on fait la distinction entre... Peut-être, je vais poser la question en deux parties. La première partie, c'est comment on fait la distinction entre un engagement écologique biblique, ou chrétien, plutôt, je veux dire, et un engagement écologique non chrétien. En fait, qu'est-ce qui change fondamentalement dans toi, tu vois, ton engagement, et puis, je sais pas moi, une voisine qui fait aussi, qui trie aussi ses déchets, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je dirais, ce qui change de manière un peu évidente, c'est le cadre de référence. Nous, avec notre vision biblique du monde, on sait pourquoi la création souffre. On sait que voilà, l'entrée du péché dans le monde a produit toutes ces conséquences dramatiques sur la création. Mais on a aussi l'espérance. On a l'espérance que c'est Jésus qui va restaurer de manière parfaite la création. Nous, on va trier nos déchets imparfaitement, on va éviter de prendre la voiture, mais on va la prendre quand même, on va faire nos efforts, nos gouvernants, ils vont faire ce qu'ils peuvent aussi, mais on n'y arrivera jamais parfaitement, c'est pas de notre ressort de sauver la planète, on n'est pas capable. On sait que par contre Mm. que Jésus, lui, le fait. Euh, Si ma voisine, elle s'engage, si elle n'est pas chrétienne, qu'elle s'engage à trier des déchets, tout ça, parce que quelque part, elle a certaines valeurs. Elle a reconnu la valeur de la vie, elle a reconnu la valeur de la terre qu'elle habite. Et elle partage certaines valeurs que moi j'ai en tant que chrétienne. Mais la grosse différence, c'est le, la perspective. Ouais, je dirais c'est ça, la perspective d'avenir. Hmm. Mm. Mm. Et Ouais, je pense, justement, ouais, vas-y, Raph, je c'est ton pense que c'est, podcast. je pense que c'est un point fondamental dans le sens où souvent les gens dans le discours veulent sauver la planète. Mm, Et nous, on a cette tension, c'est qu'on sait qu'elle est vouée, que la création est vouée aussi à passer par le feu et que ça fait
partie des signes que les souffrances de la création sont des conséquences de la chute, qu'il n'y a pas que l'action de l'homme directe, mais que c'est aussi la conséquence du péché, et que ça, nous, on ne peut rien faire contre ça, et que même si l'homme était parfaitement écologique, ce qu'il n'y arriverait pas à cause du péché, et qu'il était parfaitement soucieux de l'environnement et tout ça, il y aurait quand même un énorme problème de destruction de la planète, et surtout que Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà réconcilié en Christ le monde avec lui-même. Il a prouvé sa fidélité à ses engagements par l'œuvre du Fils. Et en fait, nous, on n'est pas là pour racheter le monde et sauver la planète. Notre but est de faire connaître que toute cette rédemption possible, cet espoir possible, il est en Christ. Et donc, l'Église, nous, les chrétiens, on n'est pas appelés ni à, ouais, voilà, à changer le monde, ni à le fuir, ni à régler les problèmes nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire, mais nous devons adresser au monde le message aussi de l'Évangile. C'est vraiment notre espérance, enfin, notre espérance écologique, notre solution à l'écologie, au problème de la planète, c'est Christ. Uniquement Christ, quoi. C'est ça. Mm. Ce qui n'empêche pas notre responsabilité, bien sûr, dans le quotidien, d'obéir au commandement de Dieu, quoi, ça c'est sûr. Hmm. Ouais. Sinon, tu J'ai tombes dans un activisme humaniste, quoi. Tu t'en sors pas, quoi. Vas-y, Matt. Tu me dis quand t'as fini, Raph? Ouais, vas-y, c'est bon, j'ai fini. C'est bon, ok. Je sais pas si tu avais une autre question avant la question elle-même, Raph, à poser. Moi, j'en ai une. J'ai une autre. Si, j'ai une question. Ouais, j'ai une question. Ok. Moi C'est aussi. comment Alors, je pose la mienne d'abord. Alors, vas-y, Et pose après, la tienne, ouais, vas-y. parce que c'est mon podcast. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute, peut-être qui est un peu interpellé, qui veut commencer à réfléchir, par où commencer? Parce que c'est vrai que souvent on est découragé parce que les gens qui nous en parlent, ils sont comme toi, très investis, très convaincus. Ils ont souvent aussi une grande expérience. Tu vois, tu nous parles de ta petite poubelle, ton petit machin et tout, et nous on se dit, ouais, pétard, c'est chaud. Moi, je remplis des grosses poubelles toutes les semaines, c'est un truc de malade. Ou alors qu'ils se disent, ah, mais c'est pas possible parce que moi j'ai un enfant, il y a des couches et les couches lavables, c'est mort, je travaille trop, machin et tout, j'aurai jamais le temps. Ou je sais pas quoi, tu vois, tout ce qu'on peut sortir que tu as probablement aussi Marion, entendu se penser. Nous aussi, on a essayé, mais ça me c'est rappelle notre des histoire. angoisses, moi. Ouais, je comprends. Euh, Non, mais c'est l'enfer. com- C'est comment tu l'enfer. commences et est-ce qu'il y a des ressources, je sais pas moi, le bouquin que tu conseilles pour commencer à réfléchir là-dessus, tu vois? Alors, ça dépend, quelle est la tournure de ta phrase. De ta question, est-ce que tu me poses la question sur comment commencer pour changer son mode de vie, l'adapter, faire moins de dégâts? Ou est-ce que c'est comment commencer en tant que chrétien, là, je voudrais me situer, je voudrais peut-être mieux comprendre les choses. Parce que là, j'ai plusieurs Les deux, réponses. en fait. Tu vois, pour celui qui dit, OK, ce qui me manque, c'est des premiers steps pratiques. Et Ok, puis quelqu'un qui dit, OK, ouais, ça m'interpelle, j'aimerais creuser le sujet, tu vois. d'accord. Il y a plusieurs choses à faire. Alors, première chose, j'ai envie de dire, rapprochez-vous d'Arocha. Vous pouvez, par exemple, vous abonner à la newsletter, voir ce qui se passe chez Arocha. On a de temps en temps des articles aussi de sensibilisation sur différents sujets. Ça vous permettra de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique, les fondements de la biodiversité, comprendre les enjeux. Allez voir dans les ressources, sur YouTube, on a pas mal de replays de webinaires qui permettent d'explorer ces questions, des impacts écologiques. Et après, on peut aussi creuser la question théologie. Quel est le lien entre l'écologie et notre foi chrétienne?
Donc là, pareil, sur le YouTube d'Arocha, il y a pas mal de replays intéressants là-dessus, sur la question, par exemple, de la mission de l'Église, etc. Au niveau ressources livres, moi, il y a un livre que je recommanderais, c'est Dieu, l'écologie et moi, de Dave Bookless. Alors lui, c'est pour son aspect théologique, qui reprend vraiment la situation de la création, la chute, et puis aussi le message d'espérance pour la création aussi. Moi, j'avoue, quand j'ai lu ce livre, pour la première fois, j'ai réalisé que Jésus avait sauvé le monde. Moi, le monde, j'entendais les humains. J'avais pas réalisé que c'était toute la création. Cosmique, ouais. Voilà. Cosmique. Et Le quand j'ai Christ pris conscience cosmique. de ça, ouais, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, waouh, c'est un plan génial, c'est excellent. Hmm. Et Ouais. donc ce livre-là, il explique ça super bien. Donc vraiment, je le recommande au point de vue théologie. Ouais. Donc voilà, important pour commencer, c'est de se renseigner, comprendre qu'est-ce que c'est cette crise écologique, comprendre pourquoi l'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose de grave, en quoi ça nous affecte à nous aussi. C'est pas juste une question de disparition d'insectes sur le pare-brise des voitures. En fait, les interactions écologiques sont tellement complexes et importantes qu'au final, ça va nous impacter, nous les humains, et nous mettre s'il y a moins de biodiversité, au final, on va être en danger alimentaire et des choses comme ça. Donc c'est super intéressant de comprendre l'importance de la biodiversité, comprendre aussi les conséquences du réchauffement climatique. On ne se rend pas compte, on se dit, il fait plus chaud, on met un pull en moins, mais en fait non, c'est bien plus complexe que ça. Donc voilà, je vous incite à aller fouiller ça. Après, pour ceux qui Ouais. veulent passer à l'action, changer dans leur mode de vie, il n'y a pas une seule manière de faire. J'ai interrogé pas mal de mes ambassadeurs et j'ai eu beaucoup d'angles d'approche différents. Alors, je vous déconseille de commencer par le zéro déchet. C'est mentalement, ça met quand même une grosse charge mentale et dans la plupart des cas, vous aurez d'autres domaines à explorer. Je dirais, essayez d'explorer selon votre situation, hein. La question des transports, pourquoi pas. Si vous avez moyen de troquer votre voiture contre des transports en commun, là, vous aurez déjà fait beaucoup. Pourquoi pas explorer la question de transport. Explorer la question de l'alimentation. Alors, je sais que ça va pas vous plaire à Rafemat, mais un barbecue de bœuf tous les jours, non, c'est pas durable, ça marche pas. Pas tous les Alors, je dis jours. pas qu'il Mm. faut devenir végétarien barbecue aux grands événements pour mieux savourer Mm. votre bœuf. Mais Et c'est tu comme, sais que j'ai une... c'est comme l'alcool. C'est pas plus de 2 barbecues par jour et pas tous les jours. Et pas tous les jours, voilà. tous les jours, ouais. Mais moi, j'ai ma thèse, tu sais, sur la nouvelle création. Comment on va faire pour la viande? Et ben en fait, que On Dieu va n'aura plus envie de créer... viande. Non, je pense que Dieu va créer des steakiers, des saucissonniers, des mergueziers, tous ces trucs-là, où en fait, ça poussera sur les arbres. Mais oui, Et tu auras des entrecôtiers, Pas mal. et tu pourras cueillir ton entrecôte sur un arbre, tu vois. tu auras comme une grappe de bananes, mais ce sera des saucisses de Toulouse. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Franchement, ça sera des bavettiers. Tu prendras ta bavette et tout ça. Enfin bref, je suis sûr qu'il va faire un truc comme ça. Ouais, Ouais, j'imagine bien les arbres avec. ouais, ouais. Ouais, donc explorer des Oui, donc je pistes, disais transport, des pistes atteignables, quoi. alimentation. Voilà, des pistes atteignables. Après, vous pouvez vous intéresser à votre consommation en général. Mais ça dépend vraiment du contexte, hein. Il y a des gens qui achètent pas grand-chose. Donc là, ce que je vais leur dire, oui, c'est ce que je fais déjà. Voilà. Mais à chacun de se questionner aussi. Mm. Voilà, si une personne qui a l'habitude d'aller faire Et- les magasins de vêtements tous les samedis, elle pourrait s'interroger, ouais, voyons, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que mon armoire est pas déjà pleine? Voilà, c'est peut-être quelque chose c'est ça. à explorer. Prenez un métier où vous gagnez pas beaucoup d'argent, ça va réduire votre consommation aussi. Ça va Ah, calmer mais oui, direct. oui, oui. Ça calme, Ah non, mais c'est tu vois. clair. Il y a aussi, franchement, hein, quand tu n'as pas les moyens, tu vas pas faire Exactement. Je dis, voilà. niveau écologie, les gens qui sont pauvres, ils ont une longueur d'avance, hein, ils ont moins d'impact négatif. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Et puis, je pense aussi, souvent, c'est en lien avec aussi au niveau économique.
justement, c'est est-ce qu'on a les moyens? Je pense qu'il y a des situations où nous, on a vu certains trucs justement bio, écolo, circuit court, où en Mm. fait, mais nous, on n'a juste pas les moyens. C'est juste hors de prix Ouais, pour nous sur des trucs. On a deux gamins plus deux tous les jours à la maison. C'est un truc, voilà. Et Marion, moi, par contre, il y a des trucs où ma femme, bah voilà, les yaourts fait maison, elle y est passée il y a déjà très longtemps. Le pain fait maison aussi. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'elle a mis en place. Mais on choisit les choses en fait où on peut juste aussi survivre, quoi. Euh, ouais. ça, J'ai c'est remarqué en évident, hein. discutant avec des gens de différentes régions, il y a vraiment des disparités au niveau des coûts hein, de l'alimentation entre les régions. Moi, je crois que là où je suis, on est plutôt privilégié parce que, bah, par exemple, on peut aller chercher nos légumes à la ferme. C'est des légumes bio qui ont un prix, ouais, c'est plus cher que des légumes de supermarché importés d'Espagne, mais c'est un prix quand même abordable. Et moi, je m'étais posé cette question du coût quand on est passé en zéro déchet. J'ai comparé 3 mois de courses en supermarché classique avec 3 mois de courses en vrac, donc dans une épicerie bio. Et je m'attendais à payer plus cher pour mon vrac bio. Et en fait, non, c'était équivalent les deux. Alors j'étais assez étonnée, mais je pense que c'est parce que c'est aussi ma manière de consommer qui a changé. C'est-à-dire que la version bio vrac, je n'achetais plus de plats tout prêts et des choses très transformées, comme je fais beaucoup Mm. de choses moi-même. Et je pense que la différence de prix, enfin, du coup, le prix se rattrape comme ça en cuisinant C'est soi-même. ça. Mais oui, c'est Ouais, sûr, ouais. ça Mais c'est coûte vrai plus que cher cuisiner l'alimentation soi-même, quasiment. ouais, ouais. Cuisiner soi-même, c'est aussi un vrai gros moyen de réduire en même temps les coûts Mm. d'une manière générale et aussi de contrôler ce que tu manges et de l'avoir de la Oui, meilleure qualité, hein. Ça, oui, c'est tout bénef. c'est Et puis évident. on Mm. gagne le goût aussi, hein. Enfin, à moins d'être vraiment très Ouais, mauvais ouais, en ouais, c'est cuisine. tout à fait. C'est ça, c'est ça. Et nos régions ont du talent, n'est-ce pas? Exact. Euh, et moi, j'ai une question. Quel conseil tu donnes? Je pense que c'est un sujet qui risque d'être de plus en plus problématique dans l'Église, la question de l'écologie, notamment entre les chrétiens. Tu vois, sur Hmm. ceux qui vont être plus ou moins sensibles, ceux qui vont être plus ou moins aussi convaincus. Pareil, je trouve enfin, tu vois, il y a un immense défi où tu as l'impression que soit tu es écologiste, soit tu es un climato-sceptique, tu vois, qu'il n'y a aucune nuance, aucune Mm. variation entre tout ça. Euh, les chrétiens manquent souvent de sagesse. Euh, Surtout, je pense, quand on est aussi très investi dans un truc, chaque chrétien va avoir ses dadas, tu sais, ses sujets, ses marottes un Oui. petit peu quand elle est. Avec un sujet si justement politisé, avec tellement d'enjeux et qui génère aussi beaucoup d'inquiétudes, où on en sent aussi les effets. Enfin, le changement du climat, je vis à Grenoble, donc Mm. on on le voit bien. Voilà, comment on fait. Moi, j'avais eu une situation, par exemple, typiquement, une jeune fille étudiante qui avait une robe. Elle l'avait achetée, je ne sais plus si c'est à Zara ou je ne sais pas quoi. Et puis, tu avais une autre jeune fille qui lui était tombée dessus en disant ouais, mais comment t'oses t'es chrétienne, t'achètes un truc à Zara, mais comment Aïe, aïe, t'oses aïe. faire ça et tout. Tu sais pas, les gens, la condition, et puis l'écologie, les machins, etc. Et tout. Et l'autre, elle était juste là, mais fous-moi la paix, quoi. J'achète la Ouais, robe que j'ai je veux, juste tu vois. acheté une robe. Oui, oui. Ouais, j'ai juste acheté une robe et tu vois, elle avait droit à un procès. Euh, comment tu gères ça? Quels conseils tu peux donner, tu vois, un petit peu? Alors, aux Est-ce que tu as des idées chrétiens, comme ça? on va dire informés, par exemple, cette chrétienne qui était très informée sur les conditions de fabrication de la robe, je les inciterai à y aller avec beaucoup d'amour, d'humilité et de douceur. Elle va s'adresser à sa sœur pour lui parler de sa robe. Alors, c'est peut-être un petit peu maladroit. Sa sœur, elle n'est pas informée s'il faut Mm. des conditions de fabrication de la robe. Alors, pourquoi pas commencer par proposer une sensibilisation. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Arocha. On va dans les églises, on sensibilise sur différentes thématiques hein, en lien avec, ça peut être la mode justement, ou le réchauffement climatique, la biodiversité. Euh, c'est important que les gens soient informés d'abord. On va pas leur tomber dessus, leur taper sur la tête à coups
de robes d'occasion, leur dire tu dois prendre ça, pas ça. Non. Effectivement, faire attention à cette question du légalisme aussi, à savoir que moi, je me la suis posée, hein, la question des vêtements. Pour mes enfants, par exemple, on a souvent les genoux troués. Hein, c'est des garçons, ils jouent par terre, voilà. Et la réparation a ses limites. Donc, des fois, il faut trouver des nouveaux pantalons. Et idéalement, c'est d'occasion. On ne trouve pas toujours hein, à cette taille-là d'occasion. Je suppose que les autres enfants trouvent aussi. Donc, après, les parents ne peuvent plus donner parce que c'est inutile. Et donc, on est obligé d'acheter neuf. Et donc, on achète où? Au premier magasin qui se présente, hein, on va à Kiabi. Je sais bien que les conditions sont pas idéales de fabrication des vêtements, mais en même temps, il faut bien que mes enfants aient des pantalons. Je vais pas les faire aller à l'école en caleçon. Donc, il faut considérer ça aussi, faire attention au légalisme. On peut pas vivre de manière parfaitement écologique. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des contraintes, les budgets en sont. Enfin voilà, il y a ça. Ouais. Je pense que ce que tu dis est vraiment sage. Il y a aussi de distinguer en fait entre des applications personnelles qui ne doivent pas être confondues avec les lois de Dieu. Oui. Si ne porter que du Made in France ou manger que ne pas manger de viande ou faire zéro déchet, c'est ça l'équivalent de aimer son prochain, qui est un commandement, ou de prendre soin de la création. Ça implique que porter un jean qui n'est pas Made in France, c'est ça le péché. Tu vois, c'est la transgression de la loi. Et là, pour moi, c'est un danger parce qu'en fait, tu vas ajouter ou retrancher au commandement de Dieu. Et ça, c'est vraiment le légalisme, quoi. Et si nous prenons nos décisions de vie et nos engagements pour la seule obéissance au commandement divin, en fait, on crée aussi une confusion malsaine, on crée une pression et un comportement qui peut être légaliste. Il faut respecter aussi la liberté en Christ et je pense être vraiment pédagogue et bienveillant dans la façon d'amener les choses, quoi. Ouais. Parce que, ouais. Et je dirais aussi considérer qu'on a tous un cheminement différent. Deux personnes qui s'intéressent à l'écologie vont pas forcément changer les mêmes choses dans leur mode de vie en même temps. C'est ça. Voilà, Tu peux si pas elle a demander aux gens choisi d'aller contre leur sa robe. conscience aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, Et moi, je suis persuadée, voilà, le cheminement, je pense qu'il est très, très personnel. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait remettre à Dieu, lui dire, écoute, ma période, je consommais beaucoup de vidéos en ligne et je venais d'en apprendre les impacts. Je dis à Dieu, bon voilà, t'as vu, voilà ce qui se passe avec ça. J'aimerais changer ça. J'aimerais bien regarder moins de vidéos en ligne, mais j'ai besoin de ton aide pour c'est ça. ça. Voilà. Bon après, il se trouve que la question des vidéos en ligne, c'était pas qu'une question écologie, c'était une question aussi de, de vivre sainement. Il n'y avait pas que l'écologie. Ouais, Et mais voilà, c'est je ça. demandais à Dieu qui me guide, qui me donne les forces, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Mm. Ouais, ouais. Et je pense que euh, ouais, de sonder son cœur, c'est vraiment aussi quelque chose d'important parce que c'est pas parce que tu te fixes une règle que c'est ça qui est éthique en soi. Une personne peut prendre ou pas, choisir de prendre ou pas sa voiture justement pour des bonnes ou des mauvaises intentions. Et en fait, ce qui est louable, c'est ce que Dieu regarde lui au cœur. Si tu le fais avec une intention qui est juste, enfin avec une mode d'action qui est juste légaliste ou quoi, peut-être que d'un côté tu vas participer, enfin tu vas prendre ta part dans le souci de écologique, Mm. mais de l'autre côté tu vas endurcir ton pharisianisme, quoi. Tu vois, Oui, et donc en fait les choses sont plus complexes que simplement tu fais ou tu fais pas. oui, Dieu absolument. regarde aussi à nos cœurs, quoi. Oui. Mais c'est vrai que le risque de légalisme est vraiment là, hein, quand on parle d'écologie et de mode de vie, il faut faire assez attention, hein. Moi, je Ouais, l'ai vécu avec la question du zéro déchet. Voilà, je traquais le moindre opercule en plastique. Bon, après, je me suis rendu compte que
bah, je peux pas aller plus loin dans ma démarche. Les structures sont faites telles que je peux pas faire plus. Mais c'est vrai que j'en étais à un point, à un moment donné, je me demandais, par exemple, pour les jus de fruits, voyons, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne la brique en Tetra Pak, là, ou la bouteille en verre? Je me posais ce genre de questions, là, ça allait dans ce degré de détail. Ouais, Puis j'ai arrêté, je me suis dit, non, là, ça va trop loin. Et j'ai d'autres choses auxquelles je peux m'intéresser que je peux changer de manière plus facile sans avoir à me perdre dans des c'est questions ça. de détails comme ça. C'est ça, tu choisis Hmm. tes. Ouais. Après, enfin, une dernière remarque. J'ai été vachement impacté, enfin, même déstabilisé. Et ça m'a conduit à dire l'importance de l'humilité aussi par rapport à ce sujet-là. J'ai écouté une interview, là, je pense à mon frère Aloïs, si jamais il écoute cet épisode. On en a déjà parlé plusieurs fois. Il m'a dit décidément, ça t'a marqué. C'était une interview de Aurore Stéphan dans le podcast de The Thinkerview. Thinkerview. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Aurore Stéphan, qui est une ingénieure minière. Et donc, qui a aussi un truc, bon, qu'elle est engagée dans la question de l'écologie. Et elle m'a retourné le cerveau. Parce qu'elle explique pourquoi la question du tout électrique est en fait dramatique pour la question de l'écologie et qu'en fait, ça ne résout pas le problème. C'est tu pollues moins l'air, mais tu es en train de détruire des écosystèmes et des terres avec la pollution que tu as, la question du recyclage des déchets qui sont là, etc., et qui sont des déchets en fait qu'on ne sait pas recycler, qui Oui. sont là, ou en fait avant, elle prend l'exemple, enfin voilà, en gros, pourquoi la voiture électrique n'est pas une solution. Elle disait, elle a une phrase dont je me souviens, elle disait, mais en fait, la seule voiture qui ne pollue pas, c'est celle que tu ne construis pas. Et Oui. que plutôt que de renouveler tous des parcs avec des choses électriques, etc., si on avait gardé nos vieilles bagnoles et que chaque bagnole, on essayait de l'amener jusqu'à la fin de sa fin, en fait, on polluerait moins que de dire il faut tout passer à l'électrique, etc. Que derrière, il y a des lobbies aussi et qu'il y a des industries qui, en fait, ont des grosses commandes avec l'État qui Mhm. donne des primes pour des machins, etc. Et en fait, tu es là, tu te dis, mais waouh, c'est tellement plus compliqué que ça. Alors certes, oui, ça va moins polluer ta ville de Paris et Anne Hidalgo, elle va être contente. Mais en attendant, tu vas en Afrique et tu es en train de détruire leurs terres là-bas pour produire tes trucs, tu vois. Et moi, ça m'avait vachement interpellé, tu vois. Et Oui. je me suis dit, en fait, c'est un sujet tellement plus complexe et technique qu'on ne l'imagine. Et voilà, et tu as plein de gens qui vont, avec bonne conscience, vouloir s'acheter une voiture électrique parce qu'ils sont convaincus que derrière, bah, ils ont fait un beau geste pour la planète. Et c'est plus Oui. compliqué que ça, quoi. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Et puis en attendant, voilà, on se dit, ah, on va renouveler le parc de voitures, on va tout mettre en électrique. Si on diminuait le nombre de voitures et Ouais, qu'on ouais, trouvait des nouveaux modes de fonctionnement, parce qu'une voiture, le 90% du temps, elle est garée, hein, elle sert à rien. Hein. c'est ça. Si on Ouais, repensait les modèles aussi. ouais, ouais. Mais tu as tous les trucs sur les LED aussi, les lampes à incandescence, etc. On s'est dit, bah, ça consomme moins, ça se renouvelle moins. Donc, c'est écologique et en même temps, on fait des économies. Mais en fait, c'est fait avec du gallium et tout plein d'autres trucs Mm. qui sont impossibles à traiter. Ou avant, dans une ampoule, tu avais deux ou trois métaux qui rentraient. Et puis là, t'en as plus de 70, je crois, dans une ampoule LED ou un truc comme ça. Enfin, elle donne des chiffres comme ça et tu te Ah dis, ouais, et que des terres rares. Et en fait, tu es dans des trucs où tu te dis, mais ouais, c'est pas si simple que ça, quoi. Et souvent, on a des discours politiques et on n'a pas des discours, accès à des discours comme ça de scientifiques qui peuvent aussi apporter des nuances sur certains trucs, quoi. oui. Euh, Ça montre ouais. bien aussi que c'est compliqué de changer les choses, hein. On essaie de trouver d'autres solutions, mais est-ce qu'elles sont vraiment mieux? Voilà. C'est ça. Et ouais, ouais. Et moi, ça me rappelle ce que dit l'Ecclésiaste quand il dit ne deviens pas juste à l'excès, ne te montre Hmm. pas trop sage. Tu sais, faut accepter la complexité, quoi. Tu vois, c'est à un moment donné, tu peux pas, si tu mets tout en œuvre ou tu essaies de tout faire, tu vis plus, en fait. Tu t'en sors plus, c'est juste pas possible, quoi. C'est C'est ça. vraiment très dur, quoi. Et rester humble et accepter notre incapacité, justement, à faire les choses parfaitement. Ça nous incite à nous Mm. tourner vers Christ et à s'en remettre à lui. Ouais, Lui seul est capable. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Trop bien.
On arrive à la fin. Mm. La fin du monde, on en voit les premiers signes. Euh, on a notre sempiternelle question qu'on aimerait te poser, Johanna. Comment vivre Memento Mori t'aide-t-il dans ton rapport à l'écologie? Et souvent, on l'inverse. Comment l'écologie t'aide à mieux vivre Memento Mori? Ouais. Alors d'abord, il y aurait cette fameuse question de l'éco-anxiété. Alors moi, je suis pas Mm. forcément personnellement sujette à l'éco-anxiété, même si j'ai pu à un moment donné, au fil de mes apprentissages sur la situation, j'ai pu me sentir anxieuse. Mais effectivement, la situation, elle est Mm. assez dramatique. Le réchauffement climatique est là et visiblement, on va avoir du mal à respecter les objectifs qu'on s'était fixés. Là, le 1,5 degré des accords de Paris, ça a l'air compliqué. Ça se présente très très mal. Quand on lit les différents scénarios du GIEC, un monde à plus de degrés, plus 3, plus 4, on voit que les choses vont être très très compliquées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut se dire, allez hop, je stresse, je deviens dépressif, anxieux, je veux plus vivre. Ouais, mais bon, en attendant, on est là. Euh, Moi, en tant que chrétienne, bah, j'ai ce privilège, je me sens vraiment privilégiée par rapport aux non-chrétiens de pouvoir me confier Mm. à Christ et de savoir que lui, de toute façon, il a la solution parfaite. Nous, en tant qu'humains, on va peut-être pas y arriver à le gérer, ce problème du réchauffement climatique. Ça va mener des situations catastrophiques, des sécheresses, des famines, des situations sanitaires graves, des guerres aussi. Mais Christ, lui, il a les choses dans sa main. Alors du coup, je me dis, bon, nous, comment on réagit en attendant? Et je pensais à mes enfants par rapport à ça, parce que quand on parle de réchauffement climatique, on pense en général beaucoup aux générations suivantes, à ce qu'elles vont vivre. Qu'est-ce que je peux leur apporter aujourd'hui pour que demain ils fassent face à toutes ces problématiques qu'ils vont rencontrer. Alors je peux leur apprendre à vivre sobrement, se contenter de peu, voilà, avoir un mode de vie, voilà, des choses qu'on fait déjà, ça ok. Mais au final, le plus important pour eux, c'est que je leur apprenne à compter sur Dieu dans toutes les circonstances, c'est-à-dire dans une vie facile de confort, mais surtout dans une vie je sais pas, un monde post-effondrement, un monde avec réchauffement climatique, un monde où on a du mal à s'alimenter correctement. Euh, voilà, c'est à ça que je pense par rapport à l'éco-anxiété. Bah, on a l'espérance en Christ, et même si on doit traverser des événements douloureux, on sait qu'il est avec nous. Et Mm. c'est ça l'encouragement. Et aussi, il faut peut-être être prêt à traverser des événements douloureux. Je veux dire, dans notre pays, on est quand même assez privilégié. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de guerre. On a une croissance fabuleuse, hein. On a, c'est un peu la fête quand même, hein. Mais on n'a pas Ouais. encore eu connu de grosses crises. Alors, on a peut-être mentionné le Covid, mais c'est peut-être pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend. Et alors là, comment on va réagir? Bah, tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers Christ, plaçons en lui notre confiance et voilà. Ouais. Mm. Toi, Matt? Ben, euh, souvent on en a parlé quand on a des films post-apocalyptiques. On voit que l'être humain est, comme j'ai dit, est solidaire de la Terre. Et donc, quand la Terre elle est condamnée, l'être humain, il cherche soit à la sauver, soit à partir. Euh, et en fait, voilà, je pense que on a un lien entre l'effondrement, le catastrophisme, toutes les projections apocalyptiques aussi du GIEC et de tout. Et puis le langage de décréation qu'on trouve dans la Bible, où en fait on se rend compte que c'est vrai. Dire la fin de la Terre, c'est la fin de l'homme. Et du coup, il y a une dimension de jugement que l'on retrouve dans l'écologie et de dire, mais finalement, le monde va à sa perte.
on pourra pas le sauver. On doit en prendre soin. On ne pourra pas le sauver. Mais du coup, où est-ce qu'on se place, nous? Parce que ce jugement, c'est pas juste un jugement de la terre, c'est un jugement aussi qui est, individuel. Et donc, il y a un appel à se positionner, et peut-être que là, autant on est un petit peu victime, nous, en tant qu'individus, par rapport à l'état de la terre et à ce que peut-être on est en train de récolter certaines politiques, on est en train de récolter aussi des siècles et des siècles de de mauvaise gestion de la terre. On est peut-être un peu victime de ça, mais on est tous coupables, devant Dieu. Et donc, Mm. il y a aussi un jugement auquel on ne pourra pas échapper. Et il y a vraiment cette résonance où l'écologie nous met face à une angoisse, qui est l'angoisse de la mort, plus que de la catastrophe et plus que de la fin du monde et cetera. C'est notre propre mort, c'est notre propre finitude. Et du coup, il y a quand même là un point d'articulation, intéressant, et très, très memento mori, en fait. Quand on voit, Mm. les espèces qui disparaissent, quand on voit, les insectes, quand on voit, des récifs, disparaître, enfin, quand à chaque catastrophe, en fait, on a un type du jugement et on a un type de notre propre finitude, quoi. Ouais. Mm. Moi, c'est la remarque que là, comme ça, à la volée, euh, dans la question des miracles dans le Nouveau Testament, que le seul qui fait des miracles en lien avec la création, c'est Jésus. Les apôtres Mmh. ont fait des miracles, mais ils n'ont pas dominé la mer, ils n'ont pas changé l'eau en vin, Mm. ils n'ont pas, voilà quoi. Jésus parce que Jésus est Dieu, il est le seul qui a autorité sur la création aussi. Et et je trouve que ça nous renvoie justement à ce Christ cosmique. Alors, pas celui de. Chaque fois que je dis Christ cosmique, Ah je ouais, tu pense penses à l'autre à là, l'autre à Sylvain, Sylvain je sais plus Durif. quoi, là, Durif. C'est Ah pas là ça. là. C'est ça, non? T'as la Ouais, ref ou pas, c'est Johanna? Sylvain Durif, mais il faut pas penser à lui. Ouais, ok, d'accord. Bon, bref, tu tapes Sylvain Durif, Christ cosmique, tu vas te marrer. Donc, bref, et en gros, voilà, sur la dimension cosmique hein, de la récapitulation de toutes choses en Christ. J'avais eu un cours avec Jean-François Mouot, donc qui travaille est toujours à Rocha, ouais. Oui, directeur d'Arocha France. Euh, ouais, voilà. Et en fait, il avait cité Gus Spett, un conseiller d'Obama, Ouais. qui avait été interrogé en 2013 sur la question, et j'avais noté ça, où en fait, lui, c'était en gros le conseiller, apparemment, enfin, il conseillait Obama sur les sujets de l'écologie. Ça, donc je dis la situation. Alors, j'ai pas plus de sources que dire que ça venait du cours de Jean-François Mouot. Donc, Gus Pett a dit j'ai longtemps pensé que les principaux problèmes environnementaux étaient la raréfaction des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais que 30 ans d'avancées scientifiques pouvaient résoudre ces problèmes. Je me suis trompé. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, l'avidité et l'apathie. Et pour faire face à ceci, nous avons besoin d'une transformation culturelle et spirituelle. Nous, les scientifiques, ne savons pas comment faire. Mm. Et je trouvais ça vraiment très intéressant sur le volet vraiment d'une transformation spirituelle. Et je trouve que l'écologie est quelque chose qui nous aide alors que le monde a de moins en moins, dit-on, la notion de péché dans certains domaines. Et on va le prendre dans le domaine des mœurs, dans les domaines d'autres choses comme ça, où finalement le péché, en fait, chacun fait ce qu'il veut, hein, l'amour, c'est l'amour, etc. L'écologie rappelle d'une manière vraiment forte aux hommes ce que signifie aussi le péché. Aujourd'hui, tu vas pas trouver de personnes qui vont te dire, avec la dimension universelle aussi du mal, quand il y a une prise de conscience comme ça, tu vas pas trouver des personnes qui vont polluer et tu vas dire, bah, en fait, chacun fait ce qu'il veut, tant mieux. S'il pense que c'est bien de polluer, bah, il est libre de le penser, tu vois. Et donc, ça rappelle ça. Et en même temps, la foi chrétienne
offre, enfin, ce que vous avez dit, vraiment une véritable espérance face à ce que pressent l'écologie, qui est le risque d'un effondrement de la société, etc., quoi. Et en fait, la version laïque vraiment de l'enfer, c'est vraiment le dérèglement climatique, l'effondrement qui amènerait l'enfer sur Terre. Et en même temps, donc ça pointe vers ça, mais en même temps, les Écritures nous disent, mais en fait, c'est pire que ça. Ce qui arrive, c'est le jugement de Dieu. Et en même temps, l'espoir qu'on a, et ben, en fait, c'est la croix. Et l'espérance eschatologique qu'on a liée à ça, qui nous dit qu'en fait, à la fin, finalement, ça va bien se passer. Et qu'il y a une nouvelle création qui sera là, et d'une création qui ne sera plus en souffrance, où l'homme vivra sa relation avec Dieu, avec son prochain et la nature en parfaite harmonie, et on pourra développer et on pourra vivre des choses qui seront extraordinaires. Donc la vision biblique et l'eschatologie dit que le problème est en même temps plus grave que ce que l'homme pense, et en même temps la réponse toujours encore plus belle, quoi. Donc Ouais. c'est ça aussi que je trouve cool. Magnifique. Euh, Merci, Johanna, d'avoir été avec ouais, nous. Merci à vous. ouais, c'était vraiment chouette de t'avoir. Merci beaucoup. Du coup, appel à l'action. Donc, vous avez écouté là maintenant, vous avez vu ce que ça donne en gros. Ouais. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Mais oui, faut Tout pas hésiter. simplement. Faut pas Voilà, hésiter. c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, ça mange pas de pain. C'est écologique. Et oui, c'est En tout écologique cas, parce que si on s'inscrit, on s'abonne, on est notifié d'une nouvelle vidéo. Et au lieu d'aller scroller et de consommer comme ça, de faire chauffer les data centers, on va directement vers le contenu Memento Mori. Et donc voilà, en exact. fait, c'est un acte de sobriété de s'abonner. Et alors, si vous voulez être Voilà, encore plus écologique, abonnez-vous plutôt au format podcast. Vous aurez l'audio. C'est encore mieux que la vidéo. Voilà, voilà. faites, abonnez-vous quelque part, quoi. Ouais, voilà. Si vous êtes audio ou vidéo, abonnez-vous. On vous encourage. Merci Et si vous beaucoup, voulez être Johanna, zéro pour. déchet, c'est quoi le numéro du fax? On envoie des fax aussi? Non, c'est faux. C'est absolument faux. Ouais, en tout cas, merci, Johanna, pour ta présence parmi nous. Ouais. Et merci aussi pour ce que tu fais pour nous avec Memento Mori. On est content aussi que les gens puissent te connaître. Donc, merci beaucoup. On vous a mis en lien de l'article tous les liens qu'on a évoqués. Johanna, s'il y a d'autres choses, hein, c'est pareil, hein, c'est ton podcast, tu connais, tu fais ce que tu veux. Si tu veux Je rajouter des rajoute. liens qui te viennent après coup, tu rajoutes, t'hésites pas. Super. D'accord? Bien. Eh ben, on vous Hasta souhaite la bonne vista. semaine. Ouais. Hasta la vista. Voilà. Et en tout cas, ceux qui étaient en vidéo, on peut voir Matt en Marcel. Et ça, c'est quand même quelque chose. Ah ouais, mais il fait gavé chaud là. Il doit faire 28 dans mon bureau, ou je sais pas combien. Mais c'est l'enfer. C'est ça, réchauffement climatique, hein. C'est Ah ça. ouais, là, je peux te dire que je le sens bien, le réchauffement climatique. Tu le prends dans ta face. Allez, bonne semaine. Salut! Salut. Salut.